La cellule BLAD de deuxième génération est physiquement plus longue que celle de première génération et ce seul changement entraîne une cascade de conséquences sur presque toutes les autres décisions que BYD a prises pour ce pack. Avant d'entrer dans le vif du sujet technique, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai tout laissé tomber pour couvrir ça. BYD vend la batterie BLAD comme une révolution en matière de sécurité depuis 2020 et globalement, ils ont tenu leurs promesses. Le test de pénétration par clou, la résistance à l'emballement thermique, la rigidité structurelle. La première génération était vraiment impressionnante. Mais la critique qui a persisté, c'est celle de la densité énergétique. La chimie LFP est intrinsèquement moins dense que les cellules nickel-manganèse-cobalt utilisées par Tesla et d'autres, et même avec l'architecture Cell to Pack astucieuse, les batteries BLAD de Gen 1 plafonnaient entre 140 et quelques Wh par kilogramme au niveau du pack. Bien, sans être exceptionnel. Alors quand BYD a discrètement déployé une BLAD de deuxième génération sur les nouvelles variantes de la Han et de la SEAL, la question était simple, ont-ils réglé le problème de densité, et l'ont-ils fait sans sacrifier l'argument sécurité qui avait rendu l'original célèbre? À mon avis, ce teardown est la première vraie réponse que nous ayons et cette réponse est compliquée, dans le meilleur sens du terme. Je dois aussi admettre que j'avais dit précédemment que BYD privilégierait le coup sur la densité en Gen 2. Je me suis trompé. Le changement le plus immédiatement visible est physique, la cellule Blade de deuxième génération est plus longue que sa devancière et les premières mesures issues du démontage la placent nettement au-delà de la longueur de la cellule Gen 1, ce qui permet à BYD de loger moins de cellules sur la largeur du pack tout en augmentant la capacité totale. Imaginez qu'on remplace des piles AA par des piles D dans une lampe de poche, moins d'éléments, mais plus d'énergie par unité. Mais le changement de géométrie n'est que la moitié de l'histoire. À mon avis, le développement le plus significatif se passe à l'intérieur, au niveau de l'empilement des électrodes. Le démontage révèle une formulation d'anode révisée toujours à dominante graphite, mais avec ce qui ressemble à une couche additive d'oxyde de silicium. Si cela se confirme et je veux rester prudent, car une analyse chimique complète prend des semaines, cela expliquerait comment BYD parvient à augmenter la densité énergétique au niveau cellule sans renoncer aux avantages intrinsèques de sécurité de la LFP. Les anodes en oxyde de silicium peuvent accroître la capacité de 15 à 20% par rapport au graphite pur, bien qu'elles induisent généralement davantage de contraintes de dilatation lors de la charge. La vraie question est de savoir si l'ingénierie cellulaire de BYD maîtrise suffisamment ces contraintes. Comparez cela à ce que fait KTL avec sa cellule Shanxing, ou à ce que Tesla revendique pour la 4680. Tout le monde court après le silicium, mais par des chemins différents. La voie choisie par BYD semble plus conservatrice, ce qui est franchement, selon moi, le bon choix pour un produit grand public. C'est là que ça devient vraiment passionnant d'un point de vue ingénierie. La BLAD de première génération était déjà une architecture Cell to Pack, les cellules elles-mêmes font office d'éléments structurels du boîtier de batterie, ce qui élimine la couche de module traditionnelle. La Gen 2 va encore plus loin. Le démontage révèle un système de collage revu entre les faces des cellules et le plancher du pack, utilisant ce qui ressemble à un matériau d'interface thermique de meilleure conductivité par rapport à la Gen 1. C'est crucial pour la recharge rapide. L'une des critiques récurrentes des batteries LFP, et je l'ai moi-même formulée, c'est qu'elles chargent plus lentement par temps froid et dégagent davantage de chaleur en charge soutenue à haute puissance que les cellules NMC. Un meilleur contact thermique entre la cellule et la plaque de refroidissement répond directement à ce problème. La plaque de refroidissement elle-même semble plus fine, mais avec un réseau de micro-canaux plus complexe est exactement le compromis à faire quand on cherche à récupérer du volume dans le pack pour y loger plus de cellules. À mon avis, la refonte thermique est en réalité la modification la plus sous-estimée ici, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est elle qui déterminera si la BLAD Gen 2 peut réalistement supporter une charge dépassant 150 kW sans se dégrader prématurément. Pour situer les choses, une BMW 9.3 avec son pack NMC KTL charge jusqu'à 150 kW. Que BYD comble cet écart sur une plateforme LFP serait une victoire commerciale considérable. La grande question, donc. BYD a construit toute sa narrative de marque autour de la BLAD comme étant la batterie sûre. Le test au clou, le test d'écrasement, l'histoire zéro flamme, zéro explosion. Est-ce qu'intégrer un matériau d'anode à oxyde de silicium et pousser la densité énergétique vers le haut compromet tout ça? D'après ce que montre le teardown, je pense que la réponse est, probablement pas, mais avec une nuance. L'avantage fondamental de la chimie LFP en matière de stabilité thermique par rapport à la NMC ne disparaît pas simplement parce qu'on retouche l'anode. La cathode, le phosphate de fer, reste le facteur dominant dans la résistance à l'emballement thermique, et ça n'a pas changé.
Le problème de dilatation de l'anode silicium est bien réel, mais c'est une question de durée de vie en cycle et de contraintes mécaniques, pas un problème de sécurité immédiate. Là où j'aimerais avoir plus de données, c'est sur le long terme. Est-ce que le nouveau système de liaison entre les cellules conserve son intégrité après 100 000 km et plusieurs années de cycle thermique? La blade de première génération a maintenant un historique. La deuxième génération, pas encore. Ce n'est pas une critique, c'est juste être honnête. Ce que je peux dire, c'est que la densité énergétique au niveau du pack semble s'approcher des 150 Wh par kilogramme et quelques, ce qui représenterait un vrai bond par rapport à la Gen 1 et placerait la technologie dans une conversation sérieuse avec les packs NMC grand volume, pas le haut de gamme, mais le ventre mou du marché, là où vivent la plupart des véhicules électriques. Si BYD peut délivrer cette densité au coût du LFP et avec les marges de sécurité du LFP, ce n'est pas une mise à jour mineure. C'est une plateforme qui rebat les cartes pour toutes les berlines et tous les SUV électriques milieu de gamme sur le marché, qu'ils soient chinois ou occidentaux. Si BYD parvient à produire la Blade Gen 2 en grande série avec ses caractéristiques, je pense que ça va redistribuer les cartes sur le segment milieu de gamme des VE à l'échelle mondiale, mais j'aimerais connaître votre avis. Faites-vous confiance à la technologie LFP avec des anodes en silicium, ou la course à la densité finit-elle toujours par sacrifier la sécurité? Dites-le moi en commentaire, et abonnez-vous si vous voulez la suite quand l'analyse chimique complète sera disponible.